Bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo pour répondre à tous les emails que je reçois quasi quotidiennement sur une expatriation potentielle au Panama. Comme ça me permettra de donner un lien et tout le monde pourra avoir la même réponse parce qu'en fait je reçois systématiquement la même question. Donc je vais prendre l'email du jour sur lequel je vais m'appuyer pour répondre de manière générale à des centaines d'emails identiques. Alors bonjour Charles, ma femme, moi et mon fils avec sa famille avons décidé de quitter le Québec fin juin 2022. Notre première destination était le Panama, mais il semble avoir des règles de Covid assez strictes, ainsi que le code QR qui me laisse croire que le Panama n'est pas si loin derrière le Québec. J'apprécierais vraiment que tu me dises ce que tu en penses. Est-ce que l'on peut se sentir aussi en sécurité à long terme qu'au Texas, en Floride ou au Brésil? Le Panama serait parfait, on cherche un terrain en montagne, près de la mer et cultivable. Alors ça c'est vraiment l'email standard que je reçois chaque jour des quatre coins du monde. On m'explique que c'est la merde et qu'au Panama ça serait la solution, en même temps ça paraît être la solution, pour résumer. Alors en fait, au fil des vidéos, j'ai toujours maintenu mon discours qui consiste à dire qu'il n'y a aucun pays au monde qui ait une solution. Les solutions, c'est forcément une approche ambivalente des pays et des modes de vie. Donc non, le Panama n'est pas une solution. Alors après, moi, il y a quand même des critères pour bâtir un projet d'expatriation qu'il faut cocher. Au risque de se faire assez mal, voire très mal, puisque l'expatriation avec les femmes, la finance, l'endettement, le jeu, la drogue, c'est à peu près ce qui coûte le plus cher. Donc ça coûte très très cher une expérience d'expatriation ratée, de quoi briser une vie financière entière. Donc il faut quand même savoir de quoi on parle et quand même réfléchir un petit peu. Alors je vais répondre aux questions par rapport au Panama, je vais répondre à certaines questions sur l'expatriation, mais avant tout, je voudrais quand même rappeler une chose. Vous me demandez tous un avis sur le Panama. J'ai pas d'avis sur le Panama, honnêtement. Je vais vous dire après comment, pourquoi. D'ailleurs, j'ai fait les 3 S, parce que je l'ai raconté hier dans la voiture en rentrant à une personne que tous les clients connaissent parce qu'il est dans tous les groupes, qui s'appelle Jules. Je vais vous raconter après pourquoi j'ai fait ce programme et comment il a été conçu. Mais avant tout, il faut quand même comprendre qu'une expatriation, c'est un projet personnel et chacun a des goûts spécifiques qui ressemblent absolument pas aux voisins. Donc, allez demander à quelqu'un d'autre quel est ton avis, est-ce que c'est bien que je m'expatrie dans ton pays? Là déjà, vous pouvez être sûr qu'il ne faut pas faire l'expatriation, il faut rester chez soi parce qu'il y a une vraie lacune sur la réflexion stratégique de vie pro et de vie perso. On ne peut pas demander à un autre de savoir si c'est bien ou pas bien. En fait, c'est à soi-même de déterminer qui on est, quels sont nos besoins. Qu'est-ce qu'on aime également, qu'est-ce qui nous fait plaisir. Donc ça, il faut faire une liste et puis après il faut regarder sur le terrain, donc il faut les visiter pour voir si ça match, si le pays qu'on a choisi sur le papier permet de réaliser qui on est. Alors si on commence à prendre des critères comme dans cet email, genre les règles du Covid, en plus on me demande souvent mais quelles sont les règles du Covid à Panama, mais j'en sais rien, je m'en branle complet, je sais foutrement rien de ça, je sais même pas ce qu'a fait que le Panama, je sais même pas s'il faut un vaccin ou pas pour visiter le Panama. Donc je ne sais pas. C'est pas, pour moi c'est pas un critère, ça m'intéresse pas, le Covid m'intéresse pas, les vaccins ça m'intéresse pas et voilà, la guerre en Russie, en Ukraine ça m'intéresse pas. Enfin, c'est que des trucs, des épouvantails collectifs. On bâtit pas sa vie à partir d'épouvantails collectifs. Donc après on me dit, est-ce que tu te sens en sécurité comme au Texas, en Floride, au Brésil? Le Brésil, c'est le pays le plus parfait pour paumer tout son fric via l'érosion monétaire et la dévaluation internationale, donc via les deux plans d'une monnaie. La Floride et le Texas, effectivement, moi je suis bien d'accord. Si j'étais américain et que je croyais aux États-Unis, j'irais vivre au Texas, à Austin. Donc effectivement, c'est les 2 États qui sont à peu près normaux parmi les 50 timbrés, parmi les 40 ou 45 autres États qui sont vraiment atteints par le parti politique démocrate. Mais est-ce qu'on se sent en sécurité au Texas, au Floride ou en Brésil? Ou alors est-ce qu'il y a plus ou moins d'insécurité au Panama? C'est aberrant de poser cette question-là. C'est pas un État. Ok, il y a des statistiques par État, ça donne un aperçu. Mais vous comprenez bien qu'à Panama City, si je vis à Costa del Este, dans le quartier des blindés, j'ai encore vu 3 R8 en l'espace d'une heure depuis mon balcon. Il y a plus de R8 que de Renault dans mon quartier, d'Audi R8. Donc, est-ce que je me sens en sécurité à Panama City? Bah oui, je me sens en sécurité et je suis plus en sécurité ici qu'au Brésil, qu'en Floride. Et puis à côté de ça, non, la Floride, il y a les États, il y a le code postal le plus riche des États-Unis en Floride qui s'appelle Fisher Island.
Et puis il y a Palm Beach et il y a tout ça. Donc en Floride, il y a également des places dorées comme on n'imagine pas, d'une richesse incroyable et d'une sécurité maximale. Et à côté de ça, il y a des trous à rats mortels au Texas, en Floride, au Panama et au Brésil. On ne peut pas poser une question comme ça. Il faut dire, est-ce qu'il existe, à la limite, pour poser une question réaliste, est-ce qu'il existe au Panama des zones sécurisées dans lesquelles je peux m'insérer avec ma famille? La réponse c'est oui. Le Panama est quand même ultra développé, c'est un des pays les plus développés de toute l'Amérique latine. Donc il y en a, je sais pas, 50 à 100 000 personnes ici qui vivent sur les critères internationaux de mode de vie, quoi. Donc oui. Mais est-ce que le Panama en lui-même, il est quelque chose? Le Panama, je ne sais même pas en plus. C'est pas une question que je me suis posée en fait. Et ensuite, dans cet email, il y a quelque chose que je retrouve systématiquement dans tous les emails, c'est-à-dire mon pays, mon endroit, là où je vis, c'est la merde, je me barrer vers quelque chose d'autre. Alors, est-ce qu'on construit un projet d'expatriation contre un pays d'origine? C'est-à-dire, je veux plus ça, je me casse n'importe où, j'en veux plus. Ou est-ce qu'on construit un projet d'expatriation en fonction de qui on est? Donc ça, c'est la question systématique qui est mise à la poubelle dans à peu près 95% des messages que je reçois chaque jour. Non, on ne construit pas une expatriation en fonction d'un pays qu'on quitte, ça on s'en fout, on quitte, on a des bonnes raisons toujours pour quitter, mais la question c'est vers où on va, quoi. Si on va vers de l'inconnu qui sera genre supposé mieux que le pays qu'on quitte, c'est vraiment la manière la plus directe de se gaufrer et de se faire mal. C'est dur de déménager, hein, mettre en place une identité de résidence, de gérer un appartement, un déménagement, la médecine, le lieu de vie, l'activité professionnelle. Enfin, c'est super lourd, quoi. Ça bouffe un temps pas possible. Donc l'erreur, si on peut la réduire, la marge d'erreur, si on peut la réduire, c'est quand même capital. Donc non, on ne peut pas choisir un pays en fonction de ce qu'on quitte. Il faut être sérieux vers le choix de destination et comment on le choisit et qu'est-ce qu'on cherche dans cette destination et non pas qu'est-ce qu'on fuit dans le pays d'origine. Ça revient mais systématiquement, donc il faut vraiment en avoir conscience. Et ensuite, décider du choix d'un pays en fonction de critères collectifs, la gestion du Covid, du QR code, là je sais pas trop quoi, de machin. Après il y a, enfin, à la limite, ce qui peut impacter sa vie, c'est l'état du pays qu'on choisit, la politique fiscale du pays dans lequel on va. Ça va impacter directement pour les 5, 10, 15 prochaines années. Mais qu'est-ce qu'on parie que dans 15 ans, le Covid, ça sera des putains de vieux articles de merde là, qui traîneront dans le bas-fond d'Internet et on aura complètement zappé le Covid. Donc si on va dans un pays en fonction d'une règle maintenant qui est le Covid, une règle collective, alors que dans 15 ans, il y a 99,99% de chances que cette règle du Covid, on n'a rien à taper, c'est fou, c'est juste un choix qui est fou, quoi. C'est le passeport pour l'échec, quoi. Donc ce que fait le Panama, on ne choisit pas le Panama en fonction de ce qu'il fait par rapport au Covid, quoi. Donc après, il y a des critères d'expatriation. Déjà, c'est l'accessibilité du pays sur un plan juridique. On sait très bien qu'en Asie, il n'y a pas de droit à la propriété. Donc, c'est quand même, moi, un truc qui était fondamental. Donc, il y a l'aspect structure d'État, en fait. Ça, c'est important. Mais c'est pas le Covid. Ça va être les impôts, ça va être la propriété, ça va être une justice, tout simplement. Banque ballante, mais au moins un semblant de justice. En Thaïlande, il n'y a absolument pas de justice. On peut acheter le juge avant même de démarrer le procès. Donc voilà, on peut avoir des rêves. Il faut vraiment identifier ce pourquoi on veut, donc ce qui nous tient à cœur, ce qu'on veut expérimenter dans la vie à titre personnel et non pas à titre collectif. Je reçois tous les jours des emails aussi de gens qui me posent des questions sur le collectif, ou des projets, ou des idées, ou des avis. Mais je m'en branle, mais complet, quoi. Je me fous complet, je n'ouvre jamais aucun site, je suis jamais rien du collectif, c'est un show, c'est complètement orchestré. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous extraire du show, de ne pas vous intéresser au collectif, vous intéresser à votre vie perso, votre famille, vos amis, votre tribu, et d'arrêter de vous remplir le crâne de saloperies dans les médias, dont le but c'est vraiment de vous saloper le cerveau, quoi. Donc vous salopez votre vie, salopez votre indépendance, votre norme intérieure, vous décalquez la tête, vous rendre malléable, dominé, soumis et corvéable à merci. Enfin, c'est un peu le but des médias aujourd'hui. Donc, on me pose plein de questions, comme si moi je m'occupais de tout ça. Non, j'ai mes sources précises en macroéconomie, sur les monnaies, sur le business, mais parce que ça m'intéresse et puis qu'il faut que je maintienne un contact arrêté. Mais pour le reste, la politique, sociale, le machin, le Panama. Ah oui, tiens, on m'a demandé aussi, qu'est-ce qu'on fait au Panama comme cadeau quand on a envie d'être gentil?
sais pas, putain, je sais pas ce qu'ils s'offrent les Panaméens. Je conduis bagnole allemande, je bois du thé japonais, j'ai un passeport français, j'ai des copains américains, enfin, je m'en branle complet, quoi, du Panama, c'est un support de vie, quoi. Qui vivent leur vie, et je suis content qu'ils m'accueillent, je les remercie, je contribue de ma manière au Panama, mais c'est tout. Ah ouais, non, il faut s'insérer dans la culture locale, il faut parler la langue. Voilà, donc je parle thaïlandais, après si je vais en Chine, je parle chinois, Japon m'intéresse, il faut que j'apprenne le japonais, et puis il faut que j'ai des copains chinois, japonais, thaïlandais, enfin les mecs ils veulent pas le moi, de toute façon en Asie ils sont ultra biparates. Donc il y a toutes ces idées que je reçois tous les jours, j'avoue que c'est assez pénible à lire, parce qu'il y a un moment on dit mais c'est généralisé en fait, le passeport pour l'échec à l'expatriation, c'est comme si c'était généralisé, les gens sont codés pour échouer en fait à la vie internationale. Ils n'arrivent pas à s'ouvrir, ils n'arrivent pas à s'extraire de leur pays d'origine, de la rhétorique, du merdier, quoi. Ils n'arrivent pas à s'extraire pour dire, tiens, en fait, peut-être qu'il y a un autre monde, peut-être que je peux fonctionner différemment. Et donc, j'avoue que c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour rappeler les fondamentaux, quoi, de la vie internationale. C'est toujours les mêmes, quoi. Enfin, oui, c'est super de s'introduire dans le milieu local, de parler la langue, savoir qu'est-ce qu'on offre comme cadeau, ouais, c'est super, mais enfin, ça change de ma vie, rien, j'ai autre chose à foutre, quoi, j'ai envie de vous dire, enfin, je m'en fous, quoi. Puis enfin bref, vous l'aurez compris. Alors après, le gars me demande, on cherche un terrain, montagne, près de la mer et cultivable, donc voilà, donc on m'écrit souvent, je veux ci, je veux ci, je veux ça, tes petites, tout machin, milieu. Honnêtement, sans méchanceté aucune, je comprends pas qu'on me pose la question. Si vous posez des questions sur le Panama, vous allez sur Google Maps, vous mettez le calque relief, voilà, qui est là, vous obtenez la carte du Costa Rica qui est là, la Colombie qui est tout en bas, après Darien, et là au centre, vous avez Panama. Donc ça vous permet de savoir, tout simplement, si vous voulez une montagne, si vous voulez la mer, si vous voulez du plat, du truc, du machin, donc vous n'avez pas besoin d'envoyer un email à un mec de YouTube genre moi pour savoir s'il y a une montagne proche de la mer. Enfin, je veux dire, en plus Panama est réputé comme étant le pays le plus étroit au monde entre les deux océans, c'est pas pour rien qu'il y a un canal, donc on a deux océans, donc c'est un pays qui a un bord de mer donc, systématique, présent partout, quoi. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il y a comme Panama? Est-ce qu'il y a la montagne? Oui, il y a la montagne au milieu. Vous avez Boquete ici, qui est le bled un peu américanisé en hauteur, là. Je sais plus comment ça fait, ils le disent pas là. Ouais, il fait 19 degrés alors qu'actuellement Panama City il fait 26, donc il y a toujours 4, 5, 6 degrés d'écart parce qu'ils sont en hauteur. Donc c'est là où il y a quelques milliers de gars, encore une fois, qui font de la culture. Voilà, il y a du café, des bidules, des machins, des fleurs partout. C'est tout joli. Vous avez le volcan. Est-ce que c'est proche de la mer? Non. Vous voyez bien que la montagne elle est au centre de Panama, comme au Costa Rica, et que la mer, en fait, c'est plat. Donc vous avez déjà la réponse. Est-ce que vous pouvez avoir un terrain en montagne cultivable proche de la mer? Réponse non. Vous n'avez pas besoin de poser la question. Donc ensuite, moi, ce que je peux faire, par contre, c'est vous expliquer un peu plus en détail ce qu'est Panama et comment ça marche. Donc la montagne, ça ne nous intéresse pas trop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, voilà, la carte comme ça. On va virer le Costa Rica. Le Costa Rica, moi je suis là en fait. J'ai encore un terrain commercial au Vita, 4 terrains commerciaux au Vita, 27 degrés, voilà. Climat tropical humide, le soir, voilà, il fait 26-27 degrés. En fait, je suis à 20 km au-dessus, après Rochal. Voilà, c'est là où j'ai passé, j'ai fait mes armes, comme qui dirait. J'ai encore 2-3 trucs à vendre là-bas. Donc, on a le Costa Rica, le Golfito, et puis donc on arrive au Panama. Alors, qu'est-ce que c'est que le Panama? Comment ça marche ce pays? Si on met la carte, alors très simplement, déjà le Panama il y a une faible densité, la plupart du temps il n'y a pas grand monde. Donc vous avez la deuxième ville du pays qui est à David ici, la première Panama City qui est là. Vous n'avez pas grand chose, vous avez quelques villes comme Santiago, voilà ici, Penenomé un peu, voilà, mais la Valley d'Anton aussi il y a pas mal d'expats là-bas. Mais c'est vraiment un pays qui est vide. Si on prend Colón, Panama City, Santiago, David, déjà on enlève le gros de la population du pays. Alors qu'est-ce qu'il y a au sud? Au sud c'est la province de Darien, donc c'est une jungle inhabitée, la route s'arrête là, donc après au-dessous on a un peu de tout, on a des réfugiés colombiens, des FARC, on a des forces spéciales américaines qui s'entraînent, à la Delta Force, je crois, les Navy Seals, machin, à des camps, il y a des mines d'or, des machins, des trucs, c'est le dernier endroit où on va avec sa famille. C'est un coup de gorge, ça c'est chaud, les dealers de drogue, tout ce qu'on veut, bref. Donc le sud du Panama, il n'y en a pas. Enfin le sud, l'est de Panama, il n'y en a pas. C'est un pays qui est plat, Panama, en sens ouest-est. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que l'intérieur du pays, franchement, n'est pas super. Par exemple, vous avez la ceinture sèche ici.
ce qu'ils appellent. Et honnêtement, on ne croirait pas, mais il y a un désert en fait. Quand on prend Panama en avion pour aller à David ici et qu'on traverse le pays tout droit, on passe au-dessus d'un désert en plein milieu ici. Donc c'est vraiment que de la roche, il n'y a plus rien du tout. C'est paradoxal, dans un pays tropical où on peut trouver du climat humide, on peut trouver un peu de hauteur, du climat tropical en hauteur. Ça donne un mélange assez spécial, c'est un peu comme à Medellín en Colombie. Donc on a des espèces de mix quoi. À Medellín, on peut trouver des bananiers, des papayers à côté de sapins comme dans la montagne française quoi. Le cerveau, on regarde ça, ça fait un petit peu bizarre. Donc le Panama, voilà, c'est assez sec, il y a un désert au milieu de ce pays. Arrivé avant Santiago, je crois à Agua Dulce, on a un champ d'éoliennes, il y a pas mal de vent ici, voilà, dans cette partie-là. Mais franchement, à l'intérieur du pays, contrairement au Costa Rica, il n'est pas très intéressant. Il n'est pas très beau, quoi. Le charme du Panama, ce sont ses côtes qui sont exceptionnelles, parmi les plus belles au monde. Donc, qu'est-ce qu'on a au Panama? Si on va sur la côte Caraïbe, on a tout l'archipel des San Blas qui doit être, je sais pas, il faut que je grossisse, je sais pas où c'est sur cette carte. Non, écoutez, avec la carte relief, avec la carte comme ça, on l'a pas. Mais vous avez, donc ça c'est Portobello, San Blas, ça doit être par là, c'est un territoire indien. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les San Blas, c'est un peu comme Bora Bora. Voilà, les San Blas, ça ressemble à ça. Donc on est vraiment en mode atoll. C'est géré par les Indiens, il faut son passeport pour aller là-dedans. C'est pas très développé, voire pas du tout. Il vaut mieux y aller en voilier et rester sur place et être autonome, voilà comme lui là. C'est assez fantastique, c'est spécial, donc à ça, ce qui est quand même pas banal, hein. Il y a une dizaine de pays, ça fait Seychelles, Maldives, Bora Bora, pas beaucoup d'endroits dans le monde avec des atolls comme ça, donc c'est spécial. Ensuite, vous avez un endroit où vous pouvez vous perdre pendant des mois et des mois, c'est l'archipel des Pearl Islands ici. Donc vous avez une grande île, et puis après vous avez des centaines de petites îles. D'un côté c'est un petit peu dommage parce qu'il y a une tribu de blacks qui deal de la drogue, je sais plus où, sur la partie sud je crois, dans ce coin là, qui est un peu chaud, je sais plus dans quelle partie. De l'autre c'est un paradis, vraiment un paradis. Voilà, si vous tapez ça en Google, c'est même des petites marinas, il y a pas mal d'Américains qui ont développé des projets, il y a quelques hôtels. Vous avez Cantadora, Cantadora c'est ça, je ne sais plus de l'île, qui était dans les années 60 avec toutes les stars américaines qui venaient se réfugier ici. Vous avez, donc ça n'a rien à voir avec les atolls, hein, ces îles-là, c'est plutôt de l'île tropicale classique comme ça, voilà, de l'île avec des plages blanches, l'eau du Pacifique, qui est un peu différente en couleur de l'eau des Caraïbes, mais la plupart des plages sur la côte pacifique du Panama sont plutôt noires ou rouges ou oranges, elles sont pas blanches comme dans les Caraïbes en fait, donc ça fait pas les mêmes couleurs pour la mer, mais voilà, donc on a un certain nombre d'îles, c'est un petit peu urbanisé, il y a quelques milliers de mecs qui se trimballent là-dedans, et si vous avez un bateau pour vous y perdre pendant 3 plombes, je ne peux que vous y inviter, c'est vraiment magnifique, vraiment magnifique. Alors c'est pas tout, Panama. Vous avez ensuite Bocas del Toro. Alors moi, vraiment, ça me plaît beaucoup. Bocas del Toro, c'est au nord, sur la côte Caraïbe. Alors pareil, c'est un archipel. Voilà, donc c'est haut en couleur. Ça c'est Colón, c'est l'île principale. Je suis pas très fan. C'est urbanisé, il y a pas mal de monde. Je crois qu'il y a 8000 personnes dans ce merdier là, dans toutes les îles. Il y a à boire et à manger à Bocas del Toro. Si je vous mets une carte, en gros, toute la partie qui est proche de la Caraïbe. C'est comme ça, c'est magnifique, c'est vraiment somptueux. Voilà, des couleurs, ça voilà, Bocas del Toro dans ce que c'est, quoi, dans ce que ça a à offrir. Et après, il y a une partie dans le fond c'est en grossi en fait. Donc Bocas del Toro, vous avez voilà l'île principale qui est Colón, Bastimentos, c'est mon île favorite. Généralement, je vais là, à Redford Beach. Sur l'île de Colón, j'aime bien la Playa Bluff là. La couleur du sable orange est fantastique pour moi, c'est un endroit superbe. Mais on voit bien toute cette partie qui est exposée à l'océan aux Caraïbes. C'est vraiment joli. Après, quand on rentre, donc là on peut aller jusqu'à l'île Solarte, ça j'aime bien aussi. Mais dès qu'on quitte cette première zone et qu'on descend, alors vous voyez, il y a plein d'îles, hein, Cristobal, toutes ces îles là, Tierra Oscura, on a visité, on a passé des semaines à essayer de trouver un terrain là-dedans. C'est un peu sale,
c'est de la... Il n'y a plus de plage, c'est une espèce de vase, un peu mangrove, c'est pas fantastique. Franchement, c'est pas fantastique. Alors il a Popal, alors c'est pareil, tout le tour qui est exposé à l'océan, là c'est beau ici, et puis dès qu'on va à l'intérieur, c'est moins bien. Donc la ville est quand même exceptionnelle à Bocas del Toro, parce que tout se passe par bateau, c'est une ambiance que moi que j'affectionne et que j'adore vraiment. Voilà, il y a des voiliers, il y a tout. Il y a un aéroport en plus. C'est vraiment chouette, voilà une carte là. Toute cette partie là, c'est vraiment chouette, mais il y a des inconvénients. Je pense que s'il y a un problème collectif, il y aura des tensions parce qu'il y a trop de différences ethniques, trop de différences de pognon. Il y a quand même un paquet de mecs qui carburent à la marijuana qui sont complètement pétés du matin au soir, au rhum et à la marijuana. Et en face, il y a un paquet de mecs de tout le monde entier. Il y a 100 000 visiteurs par an, c'est quand même la principale zone touristique du pays, Bocas del Toro. Mais voilà, il y a des parties, des machins, des trucs. Mais là, on voit bien, là, le mangrove, on voit bien que là, déjà, sur ça, on appuie sur les plages blanches des Caraïbes, on est à l'intérieur de Bocas del Toro. Donc ça vit sur pilotis, ça a vraiment énormément de charme, enfin c'est fantastique quand même, je donne les inconvénients, mais c'est fantastique, c'est génial d'avoir ça dans son propre pays, il n'y a plus besoin de prendre l'avion pour partir en vacances. Alors ensuite, vous avez une autre partie qui s'appelle Ilha Cobia, qui est un parc national, avec Ilha Cebaco. Donc ça c'est les parcs qui sont fermés, 3 poissonneux. C'est ultra sauvage, il n'y a personne, on peut le voir, il n'y a pas de ville, il n'y a rien. C'est des zones abandonnées, c'est assez hallucinant. Toute la zone, là, il y a 50-100 km. C'est un autre genre. C'est, comment dire, une petite Bretagne avec climat tropical. Ça vaut le détour. Ça n'a rien à voir avec Bocas del Toro, ça n'a rien à voir avec les Pearl Islands, ça n'a rien à voir avec San Blas. Vous avez une dernière zone qui est proche de David pour le coup. Au début, moi, je pensais que j'allais vivre là-dedans. Vraiment, depuis le départ, je pensais que j'allais vivre là-dedans. Et pareil, des centaines et des centaines d'îles dans une espèce de delta, de mangrove, avec toujours des habitants, des Indiens, des machins sur zone. C'est pas très urbanisé, encore une fois, même si Isla Boca, Isla Brava, Boca Chica, voilà. Vous avez un peu de monde qui vit là-dedans, des pêcheurs, des bateaux. Mais c'est moins joli. Alors là, pour le coup, c'est la partie Pacifique que je préfère le moins. Néanmoins, vous voyez la richesse des côtes du Panama. Donc, vous avez la zone. Après, vous avez Veraguas, c'est ça. Ici, c'est assez urbanisé, c'est assez cher. Donc là, c'est Playa Venado. Ça, c'est le coin à la mode. Les gens vont là, en fait, en ce moment. C'est le truc in. C'est plus 7-8 heures de bagnole de Panama City. Si vous demandez les distances là entre Panama et Playa Venado, je crois que c'est 7 ou 8 heures. Donc voilà, donc le Panama, ce qu'il a comme richesse, ça offre les côtes. Donc me demandez pas ce que vous pouvez vous rendre au Panama, me demandez pas à vivre en montagne, avec le Panama est un pays de côtier, avec très peu de pays intérieurs, puisque je crois qu'il y a 70 km là, entre Colón et Panama City. Donc c'est juste une bande de terre coincée entre deux océans. Il y a également donc toute la côte Caraïbe, tout ça, Palenque, Portobello, etc., qui est assez joli. Et puis vous avez des zones complètement inhabitées, qu'on peut voir, vous êtes à Colón, et là vous avez toute la côte, là, sur, je sais pas, 200 ou 300 km, qui est vide. Bien sûr, vous avez les autochtones, il y a 2-3 routes qui se trimballent, mais c'est vide. Donc, je connais un gars qui avait acheté 100 hectares dans cette zone. C'est des terrains... voilà, donc après... tout est possible d'une manière générale. Panama, c'est vraiment, il ne faut pas avoir peur de la solitude parce qu'il y a plein de zones en fait qui sont inhabitées. Il y a très peu de densité quand on regarde, c'est très peu. Alors ensuite, les 3S, comment j'ai créé ce programme et pourquoi il ne répond pas aux questions générales, genre qu'est-ce que tu me conseilles de faire. C'est un programme qui apprend à penser. Alors comment ça s'est passé? En 2017, j'ai commencé à recevoir dans une partie de mon crâne l'idée qu'il fallait que je quitte la Thaïlande. C'est monté en puissance en avril 2017 parce que en 2020 était supposé avoir un événement majeur que j'aurais pas à savoir, à connaître, à lire, à deviner, mais on me disait barre-toi de Thaïlande parce qu'après tu seras coincé et ça va impacter 10 ans de ta vie voire plus et donc il faut que tu te casses de Thaïlande. Donc moi j'étais pas d'accord parce que mon mode de vie en Thaïlande était un mode de vie enfantin que j'apprécie énormément, qui consistait essentiellement à essayer de me taper toutes les minettes les plus sexy que je pouvais trouver. Et faire la fête avec mes deux copains Antoine et vivre dans un 400 mètres carrés avec un chat et voilà, m'amuser, remamuser et encore m'amuser. Et donc on m'a dit Coco, tu vas arrêter. Et oui, j'ai dit non. Et donc on m'a dit si. Et en fait pendant 6 semaines, on m'a
envoyé. En fait, non, c'est pas moi, c'est Eddie, je dis fuck, quoi. Et à l'inspiration, on va dire, enfin, vous appelez ça comme vous voulez. Et donc, après, j'ai demandé à ce qu'on me prouve que je devais quitter la Thaïlande. Et donc, ça a été un combat de 6 semaines pendant 7 heures par jour, un affrontement dont je suis familier, une espèce de conflit intérieur qui sont assez violents chez moi, et dans lequel j'ai downloadé énormément d'informations sur une alternative de choix de pays de vie pour remplacer la Thaïlande. Et pendant, je vous laisse deviner, 6 semaines, 7 heures par jour, ça a été prouve-moi, prouve-moi, prouve-moi. Et donc on m'a envoyé énormément d'informations sur justement ce qui comptait pas, le long terme, etc. Tout ce qu'il y a dans les 3 S. Et pendant 6 semaines, j'ai résisté en disant non, je faisais des tableaux Excel et je confrontais en fait ces opinions extérieures du monde de l'énergie à moi, enfant humain, en train de s'amuser sur la planète. Et je confrontais les deux univers. Et puis est arrivé en fin de parcours 3 pays. Je crois il y avait Panama, Vietnam. Le troisième, je m'en souviens plus, mais il restait plus que 3 pays sur ma liste. Après avoir éliminé tous les autres, parce que dans le travail de confrontation, ça collait pas. Soit c'était pas validé par le monde de l'énergie, soit c'était pas validé par moi en tant qu'humain, et donc ça partait à la poubelle. Donc il n'en restait que 3, et à la fin, arrivé Panama. Alors Panama, j'y avais jamais songé avant mon doublé Costa Rica-Thaïlande. Je m'en foutais complet de Panama et de l'Amérique latine, honnêtement. J'ignorais Buenos Aires que ça existait, parce que si c'était à refaire, j'aurais pas pris Bangkok, j'aurais pris Buenos Aires pour aller m'amuser. Ça, c'était une petite erreur d'aiguillage que j'ai découvert. J'aurais peut-être dû traîner un peu plus en Colombie et puis à Caracas au Venezuela. Bref, je manquais d'informations et d'expérience. Néanmoins, le Panama n'était pas sur ma liste. Et pendant plusieurs semaines, il était discuté de ce que Panama pouvait apporter par rapport aux autres solutions. Mais c'est ce que Panama pouvait m'apporter à moi, avec mes critères à moi et ceux de mon âme, ou ce que vous appelez ça comme vous voulez, de l'énergie qui me donnait l'inspiration à cette époque. À l'issue de ce travail de 6 semaines, je suis tombé d'accord sur un deal pour aller au Panama, pour quitter. J'avoue aussi que j'avais un petit peu peur, ça faisait très long, 7-8 ans que j'avais vu qu'en 2020 et 2022, il y avait à avoir du gros grabuge, et j'en avais un petit peu peur. Si j'avais su que c'était juste du Covid, bref, on va pas revenir sur l'histoire du Covid, mais franchement, voilà, je pensais que c'était vraiment beaucoup plus méchant qu'un petit Covid à 2 balles. Mais passons. Donc, à bout d'un moment, j'avais quand même un peu peur, et donc, peut-être d'ailleurs qu'au-dessus, ils m'ont foutu les boules un peu plus que prévu pour me pousser. Toujours est-il qu'à la fin, je suis tombé d'accord avec eux face à la liste d'arguments pour choisir un Panama comme mode de vie principal. Et j'ai clos mes 50 ou 70 pages de notes, de tableau Excel, de machin, et je suis parti au Panama. J'ai retrouvé l'email d'un mec qui m'avait écrit 2 ans avant. J'ai retrouvé parce que il fallait que je le rencontre manifestement, puisque parmi des milliers d'emails, je n'avais pas son nom, mais j'ai fini par le retrouver. J'ai pris rendez-vous, donc début juin, après avoir fait, fin mai je crois, après avoir fait 6 semaines, puis après 2 semaines pour dire bon ok Panama. Je suis arrivé à Panama, ce mec m'a branché sur un Français qui avait un avocat qui faisait de l'expatriation. Et grosso modo, à mi-juin, j'avais mon expatriation en cours, ma résidence en cours en 2017, où c'était assez facile, puisque maintenant ça a été refermé, Panama, parce qu'évidemment, c'est tellement la merde en Europe qu'il faut qu'ils ferment les alternatives pour fuir l'Europe. Mais à l'époque, c'était juste, il fallait mettre 5 000 $ sur un compte qu'on pouvait récupérer. Il y avait 2-3 000 $, 2 000 $ de fees pour l'État, de trucs, de machin, de conneries, il y avait 1000 $ d'avocat, il y avait des conneries. Bref. Donc je suis rentré en Thaïlande à fin juin, et j'avais mon expatriation au Panama. Et à partir de là, je me suis dit que je regardais la carte du monde, j'avais passé quand même 2 mois ou 3 mois entiers. Et en plus, il faut quand même savoir, je suis parti en France en 2009, donc j'avais 8 ans de vie internationale. Et au bout de 8 ans, j'avais vraiment fait un travail de synthèse pour moi-même choisir. Donc c'est ce travail, les 3 S, au moins la première partie. Après la partie d'adaptation à la vie internationale est venue dans un second temps. Mais la première partie qui plaît aux clients, c'est ce questionnement. Parce que moi, j'étais pas d'accord, je voulais rester en Thaïlande, je voulais pas bouger de Thaïlande. C'est ce questionnement que j'ai mis en doute le monde de l'énergie, mais vraiment en confrontation ultra sévère. Et je leur ai demandé de me prouver. Et ce questionnement
qui aide à choisir son pays en fonction de soi, encore une fois, et non pas en fonction d'une règle générale qui pourrait s'appliquer à tout le monde. C'est ce questionnement que j'ai transformé en vidéo, parce que j'y avais passé tellement de temps, puis je recevais à l'époque, j'avais une autre formation avant d'expatriation, sur l'expatriation qui ne me convenait pas, je la trouvais bancale, je la trouvais pas assez poussée. Donc quand j'ai fait ce travail pour moi, je me suis dit que là enfin j'avais poussé le raisonnement au bout. C'est ce questionnement qui doit vous apprendre à choisir en fonction de vous. Et c'est ce questionnement qui rend autonome et qui permet de faire un choix en fonction de sa vie. Encore une fois, on choisit Panama, mais on ne choisit pas Panama en tant que pays. On choisit Panama pour ce qui. J'ai choisi Panama pour ce qu'il offre, pour les possibilités qu'il offre de vie. Honnêtement, je vis dans. Là, je reviens. J'étais encore hier sur la ferme. Mon choix de vie, il y en a beaucoup, c'est insupportable, quoi. Il y a plein de. C'est une ferme tropicale, donc il y a plein d'insectes. C'est une vie spéciale. Quand on est rentré, on s'est pris une douche pendant 1 heure, mais quand je dis une douche, c'est vraiment une douche allumée plein pot avec beaucoup de vent et on allait à contre, donc on avait l'eau qui fouettait pendant 1 heure. Je pense que la température a dû tomber à 18 avec l'effet vent plus pluie plus le tout, alors qu'on était à 30 2 heures plus tôt. Donc le monde tropical est quand même assez violent. Donc après on l'aime ou on l'aime pas, moi je l'adore, mais quand je vois comme ce message aujourd'hui qui me dit Panama, est-ce que c'est bien, on pense que c'est bien ça, mais je sais pas, est-ce que vous voulez vivre dans une ville? Est-ce que vous voulez profiter de la forêt tropicale? Est-ce que vous voulez une campagne tropicale? Est-ce que vous savez ce que c'est? Parce que c'est pas facile, ça exige beaucoup de matériel. Là, il faut se protéger, voilà, c'est comme si on va en Russie, il fait froid, il faut se protéger, comme au Canada. C'est spécial. Donc, moi j'avais mes critères. J'ai pas été dire dans les 3S, c'est ça qu'il faut faire, genre de repère, science infuse, et voilà. Non, j'ai dit, voilà, il y a le choix entre ça, 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 ça et ça, et à chaque fois, toutes les 6 ou 8 premières heures, c'est une espèce de guide pour essayer de se trouver soi-même par rapport à ce qu'on aime et par rapport à ce que le monde offre. Et donc, c'est de vous rendre autonome et c'est de pouvoir penser par vous-même. Et quand je reçois les emails tous les jours, me demandant une règle générale qui serait bien et qui marcherait pour tout le monde, je me dis que cette vidéo, je vais la envoyer le lien des centaines et des centaines de fois parce que c'est aberrant. La vie internationale, l'expatriation ne marche pas comme ça. On ne bâtit pas en fonction d'une norme, en fonction de règles qu'un mec de YouTube a dit que c'était bien. On bâtit un projet d'expatriation en fonction de qui on est. Et donc moi, cette formation, c'est vous aider à savoir qui vous êtes par rapport à la vie internationale, pour après que vous puissiez faire vos choix. Donc c'est vous apporter les outils pour jauger et puis surtout d'aller creuser sur place, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais mis les pieds au Panama qui m'écrivent. 80% des emails que je reçois, les gens n'ont jamais visité le Panama. Le Panama, il y a 79 de QI moyen sur le Panama dans certains classements. C'est pas pour tout le monde. Je veux dire, ça fout en l'air tous les raisonnements qu'on peut tenir sur l'humanité quand on est ici, parce que 79 de QI, ça veut dire que vous avez un tiers de la population qui est sous 70 c'est débile léger. Il y a probablement un quart ou un tiers de débile léger à Panama City par rapport aux critères de QI. Donc vivre parmi des gens, voilà, qui n'ont pas un cerveau néocortex qui pulse super fort, ça peut être dérangeant, ça va en déranger beaucoup. Moi je m'en branle, au contraire, je trouve que ça me sécurise. Je me sens mieux au milieu de débiles légers qu'au milieu de gens méchants et intelligents. Voilà. Et moi, c'est mon critère. Il y a des gens qui préfèrent être au milieu de gens intelligents, formés, compétitifs à l'international, voilà, en Europe, aux États-Unis, au Japon, à Singapour, et qui supporteraient pas de voir un tiers de mecs qui zozotent quoi toute la journée. Donc, je pense qu'il y a une inadéquation en fait entre les gens qui ont bien compris que les pays occidentaux sont à fuir et une évaluation des alternatives de vie. C'est pas tout bien tout noir en Europe, en Occident, et tout bien tout noir dans les pays émergents. Tout est gris de tous les côtés, c'est des arbitrages, et c'est quelque chose de subtil, c'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose de personnel, c'est une expérience unique, et surtout c'est quelque chose de réel. Il faut monter dans l'avion, il faut aller voir quoi. Donc en ce qui me concerne, en juin 2017 je suis arrivé avec une idée sur le papier, mais il fallait la vérifier. Donc je suis arrivé en juin, je suis resté, je sais plus, je suis resté 1 mois la première fois. Et voilà, j'ai sniffé. J'ai pas sniffé les côtes. J'ai découvert après en fait qu'il y avait des bijoux sur les côtes du Panama, des joyaux en fait, de la nature. Mais la ville à Panama m'a convaincu en fait. Je l'ai testé, voilà. Évidemment c'était pas Bangkok, hein, c'était pas la moiteur de Bangkok.
la luxure, l'environnement tranquille, enfin qui est vraiment spécifique à Bangkok. C'est pas la même ambiance, mais c'était une ambiance. Par contre, en Thaïlande, c'est clair que j'avais fini par comprendre que j'avais pas d'avenir, je pouvais rien construire, je pouvais rien faire, et que j'allais comme une plante, comme une fleur, j'allais me faner quoi. À terme, j'allais finir mal quoi. Et donc au Panama, c'est vrai c'était un espèce de compromis plus large, plus vaste. Et les minimums vitaux étaient là à Panama City et me convenaient par rapport aux possibilités également du pays. Bien sûr, je préfère encore aujourd'hui Bangkok. Je pense qu'après, ça serait plutôt Buenos Aires et non la vie à Panama City. Si je devais juste m'enfermer à la Panama City, si j'étais un pur citadin, c'est clair que non. Mais comme vous le savez, je ne suis pas un pur citadin et donc j'ai trouvé, après une enquête sur le terrain, que ce que j'avais cherché pendant 3 mois tout seul, 2 mois au Costa Rica, j'ai trouvé que sur le terrain ça correspondait à peu près, que je pouvais m'y retrouver, je me sentais bien. Et puis un pays aussi, c'est une espèce d'ambiance, c'est une vibration en fait. Quand on déboule dans un pays, on sniffe ou on sniffe pas quoi. Je me souviens, j'avais visité déjà la Crète. J'ai pas aimé la Crète, alors que sur le papier c'était vraiment une des destinations les plus cool. Il y avait Corfou aussi qui me plaisait bien à l'époque, en 2008, enfin avant que je découvre la Thaïlande, 2008 ou 2007, je sais plus, et j'avais pas aimé. Après j'ai vu aussi en 2013, j'avais vu, il y avait Prague qui m'intéressait, et puis j'avais visité la Pologne. Autant Prague j'aimais bien l'ambiance, autant la Pologne j'ai tenu 3 jours, je détestais l'ambiance. Donc à un moment, il faut quand même marcher dans les rues, il faut sniffer quoi, les gens, l'ambiance dans la ville, voilà, ça colle pas quoi. On le sent pas au fond de soi, ça fait bip ou ça fait pas bip quoi. C'est pas que des critères rationnels dans le cerveau mental qui moulinent et qui disent ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien. On a l'impression d'avoir une père et une mère intérieure, c'est bien, c'est pas bien, machin, l'école, la maîtresse, le bidule, Macron, toi, machin. Non, à un moment, il faut aller sur le terrain, puis il faut sniffer, et puis c'est oui ou c'est non quoi. Et alors, qu'est-ce qui se passe si c'est non alors qu'on a fait un projet, tout bâti un projet et que c'était oui sur le papier? Si c'est non, dans la réalité, parce qu'on se sent pas bien, on va pas s'expatrier dans un pays où on se sent pas bien. Ou alors, il faut aller chercher une zone du pays où on se sent bien, même si la capitale, on se sent pas bien. Donc, il y a toujours après des zones. C'est pas parce que, comment dire, une partie du pays merdique, enfin, Panama, il y a plein de zones merdiques dans lesquelles j'irai jamais, quoi. C'est pas parce que, donc, il y a. Il faut déterminer encore une fois, si la ville vous intéresse et que Panama City ça vous intéresse, vous vous sentez bien, c'est cool. Si vous voulez absolument la ville et que la Panama City ça vous intéresse pas, vous vous sentez mal, ce qui est le cas de beaucoup de gens, parce que c'est vide, hein, la ville de Panama City c'est quand même assez vide, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de culture, il n'y a rien quoi en fait, c'est une ville de gamins en fait. Donc gamins friqués consuméristes en fait, Panama c'est ça. Donc c'est pas comme Bangkok, c'est pas comme Medellin, c'est pas comme Cartagena, c'est différent. Donc si vous avez besoin absolument d'avoir une ville qui est remplie de vie, d'âme, etc., c'est sûr que Panama City, vous allez rester 3 jours, qu'est-ce que je branle là quoi. Vous allez vous casser, remonter dans un avion, vous partez, même si vous avez fait votre plan et que Panama c'est super cool, non, si vraiment la ville ça compte, croyez-moi, Panama ça va pas le faire longtemps quoi. Donc c'est vraiment chacun ses critères particuliers. Par exemple, moi je peux vous dire, dans un de mes critères, il y avait le fait de posséder des centaines d'hectares, parce que je veux de la terre, voilà, c'était mon truc, d'avoir des terres, des ruisseaux, des cascades, des machins, de la mer, des plages, je voulais ça. Je voulais une vie maritime et une vie agricole. Donc dans 80% des pays au monde, c'est pas possible. Donc Panama correspondait par exemple pour ça, c'est un énorme plus par rapport à de nombreux autres pays. Beaucoup de gens ne supporterait pas mon mode de vie. Donc s'il n'y a pas la volonté d'avoir ça et que en plus Panama City c'est médian quoi, Panama c'est mort quoi. Donc, vous pouvez faire tous les plans de la planète en amont au niveau théorique, vous avez Panama, vous foutez le camp quoi. Donc à un moment il faut quand même aller sur le terrain vérifier les éléments théoriques quoi. C'est quand même la base. Bref. Si vous deviez vous expatrier au Panama, je vais vous donner le lien de cette vidéo, comme ça vous aurez déjà des pistes de réflexion, ça m'évitera de répondre toujours les mêmes choses aux mêmes emails. Je vous dis à bientôt.